Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento. Les agradezco muchísimo su presencia. Estamos todavía en espera de que el embajador de México en Francia llegue, pero entiendo que hay un problema de tráfico atribuible a la Semana de la Moda, así que en cualquier momento estará aquí con nosotros. Pero en todo caso, les agradezco a todos ustedes que estén aquí con nosotros. Quiero señalar que desde 1956 el programa de aniversarios de la UNESCO brinda un espacio para la celebración de acontecimientos históricos y personalidades eminentes propuestos por los Estados miembros y los miembros asociados. Bon, avant tout, on voulait vous informer que nous sommes dans l'attente de l'arrivée de Monsieur l'ambassadeur Gómez Robledo. Mais entre-temps, on va faire la présentation et depuis 1956, les programmes des anniversaires de l'UNESCO offrent un espace particulier à la célébration des faits historiques et des personnalités éminentes sur proposition des États et des membres associés. Durante la 39ª Conferencia General fue aprobada la celebración del centenario del nacimiento del escritor Juan José Arriola, gracias al apoyo de Argentina, Chile, El Salvador y Honduras. La célébration du 100e anniversaire de la naissance de l'écrivain Juan José Arriola a été approuvée durant la 39e conférence générale grâce à l'appui de l'Argentine, du Chili, del Salvador et du Honduras. Este evento conmemorativo forma parte de diversas actividades que el Instituto Nacional de Bellas Artes está llevando a cabo en México, al cual agradecemos todo el apoyo que nos brindan para su realización. Cet événement commémoratif est une des diverses activités que l'Institut National des Beaux-Arts organise au Mexique. Nous le remercions pour son appui dans la réalisation de cette manifestation. Agradezco desde luego la presencia del escritor y editor mexicano Alberto Ruiz Sánchez, quien ganó el Premio Nacional de Artes y Literatura en 2017. También agradezco al señor Eduardo Ramos Izquierdo, director del Seminario de América Latina en el seno de la CRIMIC de la Universidad Sorbona. Podrán encontrar más información sobre ambos, la trayectoria de los dos panelistas, en el programa que se les ha distribuido. Je tiens également à remercier particulièrement la présence de l'écrivain et éditeur mexicain Alberto Ruiz, lauréat du Prix National des Arts et de la Littérature 2017, ainsi que de M. Eduardo Ramos Izquierdo, directeur du Séminaire d'Amérique latine au sein de CRIMIC à l'Université de Sorbonne. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur nos panélistes dans le programme que vous a été donné. Desde luego, como les señalaba, estamos esperando la presencia del embajador Gómez Robledo, pero quiero destacar también que se encuentra entre nosotros Estefanía Ángeles, que es la directora del Instituto Cultural de México, sin cuyo apoyo hubiera sido muy difícil llevar a cabo este evento. Y agradezco también a las lectoras Claudia Hernández del Valle Arizpe y Maya Leiva que nos acompañan. Muchas gracias por su presencia. Dans l'attente de remercier l'arrivée de M. l'ambassadeur Gómez Robledo, nous souhaiterons remercier aussi à Estefanía Ángeles de l'Institut Cultural de Mexique, ainsi que l'appui de lectrices Claudia Hernández de Valle Arizpe et Maya Leiva. Bienvenue a tous. Muchísimas gracias, bienvenidos. Les dejamos en sus manos este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Le zèbre. Le zèbre prend au sérieux sa voyante apparence et en se sachant rayé, se tigranise. La cebra toma en serio su vistosa apariencia y al saberse rayada, se entigrece. Le boa. La proposition du boa est tellement irrationnelle qu'elle séduit immédiatement le lapin, avant même qu'il donne son accord. C'est à peine si un massage préliminaire et une légère application lubrifiante de salive sont nécessaires. La boa. La proposición de la boa es tan irracional que seduce inmediatamente al conejo,
antes de que pueda dar su consentimiento. Apenas si hace falta un masaje previo y una lubricación de saliva superficial. L'absorption commence facilement et le lapin se laisse asphyxier sans se débattre. La absorción se inicia fácilmente y el conejo se entrega en una asfixia sin pataleo. Le crapaud. Il saute de temps en temps, seulement pour s'assurer de son statisme originel. Son saut a quelque chose du battement cardiaque. Si on l'observe bien, le crapaud est un véritable cœur. Prisonnier d'un bloc de boue froide, le crapaud s'enfonce et s'isole dans l'hiver comme une pauvre et triste chrysalide. Il se réveille au printemps, conscient qu'il n'a été l'objet d'aucune métamorphose. Il est plus crapaud que jamais, en son profond dessèchement. Il attend, en silence, les premières pluies. Et un beau jour, il surgit de la terre molle, lourd d'humidité, gorgé de sève rancunière, comme un cœur gisant à terre. Il y a dans son attitude de sphinx une secrète proposition d'échange, et la laideur du crapaud nous apparaît avec une accablante propriété de miroir. El sapo. Salta de vez en cuando solo para comprobar su radical estático. El salto tiene algo de latido. Viéndolo bien, el sapo es todo corazón. Prensado en un bloque de lodo frío, el sapo se sumerge en el invierno como una lamentable crisálida. Se despierta en primavera, consciente de que ninguna metamorfosis se ha operado en él. Es más sapo que nunca, en su profunda desecación. Aguarda en silencio las primeras lluvias. Y un buen día surge de la tierra blanda, pesado de humedad, henchido de savia rencorosa, como un corazón tirado al suelo. En su actitud de esfinge hay una secreta proposición de canje, y la fealdad de sapo aparece ante nosotros con una abrumadora cualidad de espejo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci beaucoup de vous voir ici. Alors, je me permettrai d'inviter Alberto qui nous fasse la présentation de ce qui est au milieu de notre espace. Bon. Merci à tous d'être ici. Je suis si content de voir tellement des amis. Je remercie beaucoup la délégation de l'UNESCO qui nous accueille, l'Institut du Mexique qui a vraiment fait gale d'efficacité dans l'organisation de tout, et l'Institut de Beaux-Arts au Mexique qui a aussi fait l'appui transcendantal pour qu'on puisse être ici. Mais surtout à vous tous. Et nous sommes ici pour partager une idée célébratoire, c'est-à-dire une évocation, mais plutôt une invocation de Juan José Arreola. Et comme dans les hôtels de mort au Mexique, qui sont faits pas simplement pour avoir quelque chose de joli, mais pour provoquer la présence dans l'absence de quelqu'un qu'on aime. Et pour cela, il faut dire énormément de choses personnelles, des choses énormément personnelles. Et il faut citer aussi, bien sûr, son œuvre, puisqu'il s'agit surtout pour nous d'un écrivain qui a été notre maître. Mais plutôt que de faire une conférence magistrale, on va essayer de vous dire tout ce que l'on peut de plus proche et en même temps de plus éclairant que l'on sait de cet écrivain mexicain que vendredi dernier, c'est-à-dire le 21 septembre, aurait eu 100 ans. C'est-à-dire qu'il avait quoi, 40 ans quand on avait 20 ? Non, beaucoup plus. Beaucoup plus. Arrête, on oublie ça. On fait des calculs. Non, c'est pas la peine. En tout cas, tant pour Eduardo que pour moi, Arreola était déjà un classique
quand on a commencé à vouloir lire la littérature, pas seulement à vouloir devenir professionnel de la littérature, mais des comités étudiants à l'école secondaire. Juan José Arriola, c'était quelqu'un qu'il fallait lire. Lui, il appartenait à la génération de Juan Rulfo, et comme lui venait du centre de Jalisco, d'une région où il y a un village qui s'appelle Zapotlán el Grande, si grand, disait Arriola, qu'on l'a renommé Ciudad Guzmán, c'est-à-dire on a changé les noms qu'il aimait pour un nom qui était laid, absolument laid. Ciudad Guzmán contre Zapotlán. Souviens-toi aussi que ça a été changé parce que finalement, je ne sais pas qui, mais on a pris la décision, d'après ce que j'ai compris, que ça devenait encore Zapotlán el Grande. Et maintenant, c'est vrai que c'est un espace, c'est un endroit qui récupère cette beauté donnée par le nom. Arriola disait que la différence, c'était ce qui séparait, ce qui l'éloignait de Juan Rulfo, c'était l'ascension à la montagne où se trouve Zapotlán. C'est-à-dire qu'il fallait monter et aussi monter vers un climat plus aéré. Il dit: j'adore aller dans mon village parce qu'on est vraiment au chaud, et dès qu'on commence à s'approcher à Zapotlán, on ressent un vent frais que les gens peuvent parler mal de nous, mais ils parleront jamais mal du vent de Zapotlán. Donc finalement, il faudra signaler certainement la richesse culturelle de Juan José Arriola. En particulier, bon, on connaît tous, Alberto vient de le dire, qui était quelqu'un qui est une figure pour nous jeunes. Il était aussi un maître, un guide spirituel littéraire. C'était une fonction qu'il a eue pendant des années. Il est dirigé des ateliers littéraires. Et puis, c'est vrai qu'il était un éditeur. Il faut se rappeler que pendant les années 50, il y a une collection extrêmement importante qui s'appelait Los Presentes, où nous trouvons donc les premiers livres de Elena Poniatowska, Carlos Fuentes, le deuxième livre de Julio Cortázar, à l'époque où personne ne connaissait Julio Cortázar, et plus tard aussi, disons, il a fait d'autres éditions. Donc, il faut dire qu'il y avait un côté aussi improvisé dans la vie d'Arreola, dans le sens où il a fait un peu de tout. C'est-à-dire, il a travaillé dans l'imprimerie, mais il a aussi fait pas mal des métiers, disons, dans sa vie, qui lui ont donné une expérience vitale. Un moment très important aussi, c'est son arrivée en France. Il a été ici en 1945, il a travaillé avec Louis Jouvet, et donc il est resté quelques mois simplement, non? Mais il a vécu cette expérience d'une France qui venait d'avoir un moment très important, c'est-à-dire la libération, et tout ça a nourri profondément, disons, la culture, la personnalité d'Arreola. Donc il faut dire aussi qu'il connaissait bien la langue, c'était un autodidacte, il a appris le français en regardant des films, et c'était une langue qu'il connaissait bien comme lecteur, et aussi dans le fait qu'il était capable de parler et d'improviser. C'est extrêmement important dans sa vie, ça. Ce sont des aspects fondamentaux, mais on s'est mis d'accord aussi pour mettre en relief, si vous voulez, la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire Arriola littérario. Arriola l'écrivain, et donc on va consacrer, disons, une bonne partie de ces dialogues, de notre dialogue, à évoquer l'image et l'œuvre d'Arreola écrivain. Si l'on nous demande quel est le trait principal de son œuvre, moi j'ai une inclinaison à dire que c'est la confluence de plusieurs choses, parmi lesquelles un goût et pour la forme soignée. Pour lui, les mots étaient des objets artisanaux. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait comme métier avant de devenir écrivain a vraiment eu une influence, parce que lui, il pensait à la forme. Et un autre trait qui fait confluence avec celui-là de la forme soignée, c'est une certaine tendance à mêler les récits régionaux, il parlait beaucoup de son village, avec une espèce de fable morale. Il faisait tourner immédiatement tout ce qu'il faisait en une fable
qui nous illuminait sur la condition humaine. On a l'exemple, par exemple, d'un récit où il parle d'une société. On dit que une des sociétés les plus avancées, c'est celle des fourmis. Et alors, en racontant la vie des fourmis, il parle de tous les humains. Tu te souviens pourquoi est-ce que tu racontes pas un peu sur cette nouvelle? C'est un texte extrêmement intense de l'œuvre d'Arreola. Il s'agit de El prodigioso milligramo en espagnol. Le prodigieux milligramme. Oui, donc finalement là, cette sorte d'image qui donne Arreola à partir du monde des fourmis, c'est-à-dire cette capacité de recréer notre monde à travers ces petits animaux-là qui travaillent énormément à un certain moment donné. Et voilà aussi cette image, on ne raconte pas la fin du texte, parce que comme ça, vous savez toujours cette interrogation de savoir ce qui se passe à la fin, mais finalement, c'est un texte qui est construit de cette manière. Donc voilà, tu parlais certainement des registres différents. Bienvenidos. Tomás, pásale. ¿Cómo están? Bienvenidos. Casi habíamos comenzado. On vous attendait pour la partie la plus importante. Hein? Donc, et comme ça, on conclut notre dissertation. Et on vous laisse la parole. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bon, enfin, on va pas vous embêter. Non, merci beaucoup pour votre présence, monsieur l'ambassadeur Tomás querido. Et donc, on était en train de traiter essentiellement, disons, les traits littéraires fondamentaux d'Arreola. Mais raconte un peu sur les fourmis. Ah, tu veux que j'apprends l'histoire? Oui, il y a des fourmis que vous savez. Pas, on lit le texte. Ils transportent. Non, parce qu'on n'a pas ça comme dans le... Bon, mais... on transporte... Racontez-le. Oui. On va faire radio. Vous savez, les fourmis trouvent des feuilles et transportent les feuilles. Mais les feuilles, quelquefois, sont beaucoup plus lourdes que les fourmis. Alors, il y a une fourmi qui trouve quelque chose que l'on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. C'est pas une feuille, mais les fourmis l'appellent les milligrammes prodigieux. Voilà l'aspect essentiel qui brise complètement, disons, cette quotidianité dans le texte, des quotidiens. Et donc, c'est quelque chose qui altère complètement, disons, ces mondes organisés et qui va susciter certainement, disons, une sorte de vénération, des doutes. Il s'agit de quoi, tout ça. Et c'est là où Arreola, je pense, est capable de faire une chose extrêmement intéressante du point de vue littéraire, c'est-à-dire d'un côté cette fable morale et de l'autre côté cette sorte de chose qui altère une situation et qui apparaît comme élément fantastique. Oui. Si, immédiatement, il y a d'autres fourmis qui commencent à être envieux. Ils commencent à codicier les prodigieux milligrammes. Et quelqu'un vole les prodigieux milligrammes un jour. Et après, d'autres choses se passent, chaque fois plus ahurisants les unes que les autres. Et depuis un certain moment, les prodigieux milligrammes deviennent sacrés. Et il y a toute une secte qui fait le culte du prodigieux milligramme. Il y a une autre secte qui fait la guerre. Bon, les mondes changent 4 ou 5 fois d'une manière assez logique, comme seulement la fantasy peut être logique. Vous savez bien que Alice in Wonderland, c'est le produit d'un grand mathématicien. C'est-à-dire, c'est pas seulement une invention folle, c'est le produit d'une déduction logique stricte. Et Arreola fait cet exercice avec beaucoup de ses nouvelles. Il y a une autre que j'adore, qui s'appelle Une réputation. Oui, attends, avant d'entrer dans les réputations, parce que c'est un sujet toujours très délicat, on parlait de la réputation de quelqu'un, oui. Mais bon, enfin, simplement, là, il y a aussi des choses extrêmement intéressantes à dire à partir de la lecture de ces textes. Donc, finalement, cette capacité aussi qu'on trouve dans l'œuvre d'Arreola, qui montre aussi des choses qu'on trouve dans l'œuvre d'autres écrivains, de grands écrivains qui aimaient particulièrement l'œuvre d'Arreola. Je pense à Borges, finalement. Là, il y a un côté borgesien qu'on peut voir, et d'autres auteurs. Il faudra dire aussi le style
le style qui est impeccable, c'est-à-dire c'est un style toujours très soigné, très précis, très clair. C'était quelqu'un d'extrêmement disons clair, la pensée claire. Il avait une clarté des pensées qu'on voit tout de suite lorsqu'on lit ses textes. Une précision, une élégance. Donc, là, il faut certainement le dire. Et si tu veux, on passe aux questions de la réputation. Vas-y. Bien sûr, comme il venait d'un petit village au centre du Mexique, la réputation, c'était pas quelque chose de léger. Non. Et même, Non. il parlait beaucoup de comment ce qu'il a dû arrêter l'école. C'était 14 fils dans cette famille. Et c'était une famille normale à l'époque. C'était comme ça la société. C'est une sœur aînée qui a vraiment été la motivatrice celle qui a motivé la vocation littéraire de Juan José Arreola. Mais c'était la Guerra Cristera, c'était une bataille avec un certain obscurantisme et un libéralisme. Et dans sa famille, qui était une famille nombreuse, pas seulement parmi ses frères, mais avec ses oncles tout, il y avait 2 prêtres, un prêtre libéral et un prêtre conservateur. Et lui, il s'est penché du côté du libéral, mais ça a causé une révolution dans la famille. Et ça s'appelait Chema, et les prêtres. Et c'est aussi le nom qu'on a mis à un de ses petits-fils, qui maintenant est jazziste, qui joue du jazz. Mais cette dispute a fait que Arriola abandonne l'école élémentaire. Il a même pas fait la moitié de l'école élémentaire. Au 4e degré, il a abandonné l'école. Et il a commencé à faire un peu tout. Il a réparé des chaussures et il a une nouvelle qui est une lettre contre quelqu'un qui répare mal les chaussures. Impeccablement. Oui, c'est ça. Et qui est aussi une leçon sur comment des chaussures qui sont rudes peuvent modifier l'âme d'une personne. Il fait tout, comme je vous disais, il commence à produire une cidre, c'est-à-dire ce que nous appelons un tepache. Et il a même, comme il était un homme de parole, et sa sœur lui avait enseigné à tout mêler avec des vers, avec des récitations, il a fait un slogan publicitaire qui est, je vous le lis parce que c'est gracieux, il disait « Más fresco que la ola, tepache Arreola ». Plus frais que la vague, la cidre Arreola. Et lui, il a vraiment, comme on disait, pratiqué les métiers les plus incroyables, mais il a fait jusqu'à la fin de sa vie. Déjà vieux, il avait un atelier de menuiserie chez lui. Et même, on dit que le premier costume qu'il a eu, ont été dessinés par lui, avec une emphase dans l'anachronisme de la mode, mais avec des tissus qu'il lui avait donné Pita Amor, le poète qui était son ami à l'époque. Et lui, tout ça, tout ce qui avait, tout ce qui était lié à les métiers qu'il aimait, devenait tôt ou tard une nouvelle, devenait tôt ou tard l'occasion de faire des poèmes. Je pense que là, c'est important, c'est cette relation qu'il y a entre les vécus et puis ce qui devient un texte littéraire. Ce sont des textes particulièrement originaux, dans le sens où finalement ce sont des textes qui appartiennent à Arriola, et Arriola aussi, c'est ce qu'on peut demander à un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un qui nous propose un monde à lui, avec toutes ses richesses, si vous voulez,
populaires d'un sens. Il y a des textes comme Corrido, où il nous raconte donc cette violence qu'on peut trouver à l'estilo de Jalisco, c'est-à-dire dans cette région de Jalisco. Il y a d'autres textes qui sont à la frontière du fantastique. Donc, par exemple, plus tard, on va vous lire un texte peut-être un des plus intenses de l'œuvre d'Arreola qui s'appelle El Guardagujas, qui est un des plus célèbres textes, un texte presque parfait, on dirait. Oui. Et donc, c'est ça aussi, l'auteur qui est capable de récupérer toute une culture européenne lorsqu'il nous parle des textes dédiés aux peintres italiens de la Renaissance, où c'est capable aussi de reconstruire à partir de son regard ses fables morales. Et donc on a des textes à partir des animaux qui sont les textes de bestiaires, qui sont une pure merveille. On a voulu commencer par ces textes déjà, les 3 premiers textes qui appartiennent à ces volumes-là. Donc finalement cet univers qu'Arreola a pu construire, c'est un univers très personnel, mais en même temps aussi c'est un univers qui cherche en nous, qui nous donne une possibilité de rencontrer des choses qu'on a vécues. Et puis c'est vrai qu'il y a ce côté qu'on appréciait énormément d'Arreola, donc finalement cette attirance qu'il suscitait par sa présence, parce que c'était quelqu'un qui avait ses dons de l'improvisation, c'était un homme de théâtre, donc et finalement c'était peut-être un des meilleurs lecteurs de textes littéraires. Non? Oui, sans doute c'est à cause de ça qu'on a voulu appeler cette séance voix et présence, voix en pluriel, présence en singulière. Sa présence, qu'on aimerait vous faire sentir ici, et les voix de nos amis qui sont ici pour les lire, mais aussi les voix des témoignages que l'on peut faire sur lui. Et lui, il dérivait n'importe quelle situation dans quelque chose de logique et absurde. Pour revenir à la réputation, je vous raconte. Chacune de ces nouvelles, c'est un bijou à raconter entre amis. Il est dans un autobus, dans une ville, on ne sait pas quelle ville, et tout d'un coup, il est assis, et tout d'un coup, il y a une très belle fille qui monte sur l'autobus. Il a des doutes s'il doit s'élever et laisser la chaise à cette belle fille, si c'est bien vu ou c'est pas bien vu par les autres hommes qui sont à côté. Il décide de défier ce qui peuvent penser les autres hommes, et il s'élève et laisse la chaise à la belle fille. Bien sûr, les hommes disent, bon, il la laisse parce qu'elle est belle, si elle était laide, il ne le laisserait pas. Les femmes, toutes, commencent à l'admirer, et il est très content, mais les sièges à côté de cette belle fille deviennent vides. Il s'assoit, il est très content à côté de la belle fille, mais il y a une autre belle fille qui monte. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se lever ou non? Finalement, il se lève et il laisse le siège. Alors, il est beaucoup plus aimé des femmes que des hommes, parce que les hommes commencent à être envieux de tout ce que les femmes commencent à aimer, à ces modèles de chevaliers qui est l'homme qui laisse la chaise aux femmes. Et tout d'un coup, il y a une femme qui monte avec 2 enfants au bras et des paquets. Alors, il va l'aider à monter au camion, à l'autobus, parce que vraiment, elle a dû courir pour rattraper l'autobus. Elle prend les paquets, elle prend les bébés, il négocie avec le conducteur de ne pas charger les voyages des enfants. Il est l'héros super-héros. Bien sûr, il arrive un moment où il passe en face de chez lui, mais il ne peut pas descendre parce qu'il est sûr que s'il descend, on va commencer à parler mal de lui. Et il ne peut pas laisser sa réputation dans les mains des hommes dans l'autobus. Et il décide de continuer dans l'autobus. Jusqu'à la fin, il voit comment descendent chacune des femmes, comment est-ce qu'ils descendent tous, et ils descendent à la fin de l'autobus. Et cet esprit de continuer dans l'autobus est très proche d'une autre nouvelle, dont on va lire quelques morceaux à la fin, qui s'appelle El Guardagujas, qui est très connu parce qu'il a été une grande influence sur l'écrivain Julio Cortázar, qui a cette nouvelle merveilleuse que vous connaissez peut-être, où il y a un embouteillage
dans l'autoroute du Sud, ici en France. Et l'embouteillage est de telle mesure que les gens commencent à se rencontrer, il y a des histoires d'amour, et ça devient une colonie. Les gens restent là où l'embouteillage est formé. Et Julio Cortázar a reconnu l'influence de Arreola dans son œuvre. En fait, comme tu le disais... Je veux que je rappelle certaines choses. C'est qu'en effet, Julio Cortázar, au début des années 50, il était peu connu, disons, comme écrivain. Il y avait Bestiario qui était un recueil de contes, des nouvelles, qui commençait donc à s'ouvrir un chemin vers d'autres textes. Et c'est Arreola qui a reçu ces textes des Finales de Juego. Et c'est lui qui a publié pour la première fois un Argentin un peu inconnu qui avait été parlé. Il y a des lettres magnifiques entre les deux, où on voit, disons, cette capacité d'Arreola de détecter, parce qu'il avait un œil magnifique, Arreola. Il détectait tout de suite, disons, un texte de qualité, à l'oreille ou à la lecture. Et c'est vrai que c'est lui, d'une certaine manière ou d'une autre, qui a ouvert la porte de la célébrité à Julio Cortázar. Il y a des lettres entre les deux qui sont magnifiques. Et donc, ce que tu dis d'Autopista del Sur, l'autoroute du Sud, c'est vrai aussi qu'il nous fait penser à ces mondes où, à un certain moment donné, il y a quelque chose de bizarre qui se produit. Ouais. Le texte est un texte fantastique, on ne sait pas. Finalement, il y a quelque chose d'absurde, non? Parce que finalement, on s'est dit, vous allez le voir lorsque vous allez écouter ce texte, non? Que donc, on commence à s'angoisser de ce qui se passe pour un certain personnage. Et tout ça nous fait penser aussi qu'Arreola, comme d'autres écrivains latino-américains, était un passionné d'un écrivain certainement de l'Europe centrale qui s'appelle Kafka. Et donc finalement c'est un des grands lecteurs de Kafka. Et c'est quelqu'un qui est capable, c'est la grandeur d'un écrivain, de lire les textes d'un grand écrivain, assimiler un certain nombre de choses et nous produire un texte qui est riche et personnel. Oui, parce que par exemple, tous les textes où il y a l'absurde dans l'œuvre d'Arreola, c'est ça, c'est-à-dire cette capacité d'assimilation à partir d'autres textes. Non? Et il a traduit Marcel Schwab, bien sûr, oui, parce que c'était une grande influence sur lui, mais il a aussi traduit la poésie du poète jésuite de l'anglais Gerald Manley Hopkins. Mais il a traduit aussi Ezra Pound. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était vraiment à son aise dans la littérature de son temps, sans doute, sans aucun doute. Mais bien sûr, il y a une tragédie, avant de revenir sur sa parole. Il y a pour lui quelque chose qui pour nous n'était pas une tragédie, mais pour lui l'était. C'est qu'après 1962, quand il a publié son dernier livre, qui est un roman fragmentaire qui s'appelle La Feria, il a arrêté d'écrire. Et il a commencé à parler davantage. Déjà, quand il était jeune, dans son village, on l'appelait Juanito el Recitador. Et le petit, comment dire, comme petit Jean le réciteur. C'est lui qui récitait par cœur énormément des œuvres de poésie. Dans tout ce qu'il faisait, il introduisait ces dimensions des récitateurs. Par exemple, à un certain moment, après qu'il a arrêté d'écrire, à l'université l'a nommé directeur d'une maison qui est à côté du lac de Chapultepec, connue comme la Casa del Lago, une maison qui avait été un club de l'aristocratie porphyrienne, qui était après ça un laboratoire de biologie de l'université. La maison appartenait à l'université. Il y avait, quand Arreola a reçu ça, c'était un labo détruit complètement. Il y avait encore des tubos d'ensayo cassés, comment est-ce qu'on appelle ça, je ne sais pas, tous les instruments de biologie en ruine. Et il ne pouvait pas rentrer dans la maison parce que vraiment, il tombait presque. Alors, il a décidé de transformer la terrasse dans une salle pour jouer des échecs. Il avait une quinzaine de tables d'échecs et il a dit pendant que les gens jouent des échecs, et l'échec c'est les germes d'une audience, il a dit chaque fois qu'il y a des gens qui jouent des échecs, il y a des gens qui viennent autour. On va faire de la poésie. Et là, il a commencé à faire quelque chose qu'il a appelé poesia en voz alta, que quelques années après est devenu les expériments
dramatique, un des plus importants qu'il y a eu au Mexique pendant très très longtemps. L'année suivante, c'était pas une improvisation, c'était déjà, il y avait un budget pour monter des œuvres, il y avait Leonora Carrington qui faisait les scénarios, il y avait Octavio Paz, la seule œuvre de théâtre qui a écrit Octavio Paz a été fait pour cet expériment, La hija de Rappaccini, et il y a énormément de gens qui ont commencé à faire des choses que d'habitude ils ne faisaient pas, grâce à Juanito el Recitador, qui croyait à la magie et à l'artisanat de la parole. Mais il a arrêté d'écrire. Oui, mais c'est ça aussi très important. Finalement, c'est quelqu'un qui avait un talent d'improvisation, un talent oral énorme, mais qui était un écrivain très précis. Donc sa syntaxe, était une syntaxe presque exacte, parfaite. Et puis tout d'un coup, après la Feria, parce que la Feria, la foire, c'est le roman Arreola, qui est un roman par morceaux, un roman fragmentaire. C'est d'une manière ou d'une autre une sorte d'écho de l'œuvre de Rulfo. Il faut dire aussi qu'ils étaient très amis. Et donc finalement, il y a quelque chose entre Pedro Páramo d'un côté et la foire des Arreola. Mais ce que tu évoques, c'est très important, essentiel dans la vie d'un écrivain, parce que lui, il a su arrêter à un certain moment donné, ou il a voulu arrêter, et donc c'est des silences. Donc les silences de l'écrivain qui se répètent au Mexique dans les cas d'autres écrivains, je pense toujours à José Gorostiza, qui était un grand poète, à un certain moment donné, où il atteint les moments les plus essentiels, les plus grands de sa vie, l'écriture de Muerte sin fin, Mort sans fin, il arrête l'écriture. Donc il y a aussi le cas de Juan Rulfo, évidemment. Finalement, l'œuvre de Juan Rulfo, c'est une œuvre, disons, très dense, mais qui n'arrive pas à 200 pages. Et il s'est arrêté aussi après El Gallo de Oro, mais en réalité, bon, les grands romans, c'était Pedro Páramo. Et on lui demandait toujours pourquoi il n'écrit pas. Arreola, il disait aussi qu'il allait écrire, mais finalement, ce qui se passe avec lui, c'est qu'on a des textes qui sont des transcriptions des textes. Non, finalement, il y a des textes... On l'a enregistré. Oui, on l'a enregistré aussi, et c'est son fils aussi qui s'est occupé de faire ça, non? Parce que finalement, ces talents étaient déjà dans la vie et dans la présence d'Arreola. Ces talents, ils sont oraux. Tu as évoqué cette partie fondamentale dans la culture mexicaine des années 50. Et donc, son époque, comme poète, entre guillemets, mais aussi un homme de théâtre qui a suscité donc, ces mouvements littéraires, théâtrales qui est fondamental dans notre culture. Et alors, cet écrivain si soigné, quand il a commencé à devenir un écrivain oral, d'abord c'était tout bref et soigné, et après il a commencé à se déborder. D'abord il disait « je parle pour penser », c'est la forme de la parole qui me donne la forme de ma pensée. Mais et après, lui il a vécu ça comme une tragédie. En 1993, j'étais témoin d'une scène qui était assez douloureuse. On lui a fait un hommage en Belgique. Il y avait un grand festival dédié à Mexico qui s'appelait Europalia. Et dans une grande salle où il y avait peut-être 700 personnes, on lui a rendu hommage. Et lui, il a commencé à raconter une fable de la Bible, la fable de la personne qui avait reçu quelques monnaies, los dinarios, et qui avait rien fait de profit de ça, los había desperdiciado. Et il racontait l'histoire une fois et chaque fois pire, et comment même si cette personne avait eu 3 opportunités de donner une bonne utilisation aux monnaies qu'il avait reçues, il avait éparpillé tout. Et à la fin, il a dit, bon, ça c'est moi comme écrivain. Et il s'est mis à pleurer. Et c'était assez dramatique. Mais lui, il était assez dramatique. Il était un comédien. C'était ça aussi. Il a dit, je suis le comédien de moi-même. J'ai écrit ma pièce et seulement moi, je peux là où jouer. Je vais vous raconter une autre histoire semblable. Pour finir... Alors, attends, parce qu'il y a quelque chose de très important dans ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, lui, il a été capable de créer un personnage aussi qui était
c'était lui-même. C'est-à-dire, lui, était son grand personnage, et il a créé ces personnages, il a permis l'expression de ces personnages pendant des années. Oui, et ces personnages aussi, c'est celui qui nous attirait. Disons, lorsqu'on était jeune, parce qu'on voyait Arreola, qui était un homme de théâtre. Il arrivait avec sa cape, il arrivait avec son chapeau, et puis il commençait donc à réciter des textes. Non, par exemple, lorsqu'il était professeur, il faisait des cours à la faculté. Moi, j'étais son élève, j'avais 20 ans. C'était un cours de littérature médiévale. Donc on se disait, tiens, on va écouter ce qu'il peut nous dire Arreola sur le Cid, d'autres choses comme ça. Il n'a jamais parlé de littérature médiévale, mais il faisait autre chose qui était évidemment plus intéressante, et c'est pour ça qu'il admirait et qu'on aimait. Il arrivait et nous disait, bon, chicos, chicas, des enfants, alors, donnez-moi un sujet, et on parle de ça. On lui donnait des sujets différents, et il était capable d'improviser pendant 1 heure sur les sujets donnés. Donc, par exemple, c'était capable de prendre un texte très court d'un poème. Par exemple, une fois, je me souviens très très bien, ces beaux poèmes qui s'appellent El Desdichado de Nerval, et avec les 4 premiers vers, il a passé l'heure à nous expliquer vraiment ce qui était la poésie et ce qui était Nerval. Donc, finalement, c'était un personnage littéraire, mais aussi un enseignant exceptionnel. Donc, c'était tout ça qui caractérisait l'œuvre d'Arreola. Sa mémoire était incroyable. Oui, parce que c'était quelqu'un qui était capable de citer des textes comme Borges ou d'autres. Même c'est le cas de Borges, qui appréciait 2 écrivains au Mexique particulièrement, Rulfo et Arreola. Et c'est vrai que lui, il avait aussi cette mémoire, cette capacité d'improviser à partir des citations. Il citait quelqu'un et donc il construisait tout un discours qui était une pure merveille. On l'aimait beaucoup. Quand on était jeune, on l'aimait beaucoup, on l'admirait. Et pour finir... Maya, oui, parce que Maya, on avait dit à Maya de nous dire, parce que sinon on ne va pas arrêter Alberto, on ne va pas nous arrêter. Et donc on avait dit aux filles de nous faire un signe. J'accepte déjà 3 fois que Maya lui fait un signe. Mais donc on va conclure cette partie. Oui, voici, à duo. Donc c'est un peu... C'est aussi une scène assez dramatique, mais c'est presque comique aussi. À un certain moment, une maison d'édition a décidé de faire un concours. C'était l'éditorial Diana qui avait été acheté par Carmen Balcells. Et ils ont décidé de faire, comme on fait en France, un jury qui est permanent. C'est-à-dire comme les concours qui sont toujours les mêmes écrivains, etc. Et ils ont décidé d'avoir 4 écrivains de 4 générations différentes. Alors l'aîné, c'était Arreola. Après, il y avait Emmanuel Carballo, qui était 15 ou 20 ans plus jeune. Après, il y avait Carlos Montemayor, qui était, disons, presque un frère aîné. Et moi, j'étais le plus jeune. Et lui, il a été formidable toujours. Il y avait un petit problème, qu'il ne lisait pas les livres. Non? Mais son fils, Orso, lisait les livres et lui racontait tout. Et lui, il faisait des... Non, mais c'est vrai. Mais il était un énorme improvisateur. Non, je crois que ce qui s'est passé vraiment avec lui, c'est... Parce que moi, j'avais dû faire ça. C'était quelqu'un qui prenait un texte, et à partir d'un paragraphe, il était capable de détecter la qualité du texte. Et là, il faut savoir le faire. Il faut être un excellent lecteur et puis avoir une expérience magnifique. Peut-être qu'il n'avait pas lu tout le texte, mais à un certain moment donné, il était capable de voir ça, c'est-à-dire ce qu'il faut voir dans un texte. C'est admirable ça. Je me souviens qu'il parlait toujours avec une métaphore particulièrement intéressante, c'est-à-dire qu'il souhaitait développer l'idée d'une sorte de machine, parce qu'il adorait ces mondes technologiques. Dans pas mal de récits, c'est un sujet qui apparaît, où il était capable de connecter cette petite machine à un texte littéraire, et en suivant, disons, les cours de ces textes, la petite aiguille faisait comme ça pour dire ça c'est du littéraire, ça c'est rien finalement. C'était une sorte de capacité à partir de la machine de lire un texte, et lui il avait ça. C'est-à-dire il était capable de lire le texte et il disait là c'est bien, là c'est pas bien, c'est pas bien, c'est un texte qui vaut la peine ou pas. Bon, mais tu sais, c'était un concours de romans, il fallait lire les romans. Et non, je sais, on l'aimait beaucoup et on admirait, mais bon. Mais
les séances étaient formidables parce que lui, il était là. Beaucoup plus intéressant que toutes les séances de jury. Lui, c'était vraiment un spectacle et c'était un grand professeur. C'est-à-dire que l'on apprenait toujours, on jouissait et on buvait beaucoup de café et de l'eau et on allait aux toilettes. Alors, on va aux toilettes. J'étais en train de... Nous sommes à l'UNESCO. Bon, nous sommes tous des adultes, je vois. Oui, mais... On était en train de faire du pipi. Moi, j'étais en train de faire. Il était déjà là. Et j'ai fini très vite. Il était plus âgé, alors sa prostate était... Et il m'a dit, ah, Alberto, tu vois ma prostate. Nous sommes maintenant avec la vérité dans les mains. C'est l'âge. Et alors moi, j'étais un peu troublé. Et je lui dis, écoute, mais de quelle vérité tu parles? Tu dois maintenant me raconter pourquoi est-ce que tu as arrêté d'écrire. J'étais jeune et avec une grande torpeur. Et il s'est retourné comme ça. Et après, il s'est rendu compte qu'il ne fallait pas faire ça. Et il m'a dit, Alberto, j'ai-tu perdu par la bouche? J'ai trop parlé. Et c'était la dernière fois que je le fais. Oui, mais attends, parce que là, on va récupérer ça, c'est mon côté optimiste. Oui, ça, c'est mon côté optimiste. Parce que tout ça, c'est la voix d'Areola. Et donc, c'est ça qu'on s'était mis d'accord pour le titre de cette rencontre, finalement, voix et présence. Donc, on ne voit pas, parce qu'on a pensé ça en espagnol, on s'était dit à ce moment-là, voces y presencia, parce qu'il y a plusieurs voix à partir de la voix d'Areola, c'est le cas, c'est-à-dire, vous savez, les merveilleuses voix de ces deux jeunes filles, et la voix d'Alberto, la mienne, et c'est-à-dire, il y a une présence. En français, on ne voit pas la différence, parce que voix au singulier, au pluriel, c'est la même chose. Mais là, c'est pour ça que je voulais vous le dire. Et donc là, je vais essayer de recréer les sanguinaires. Donc, on va donner la parole à ces deux jeunes filles qui sont merveilleuses, et qui vont lire deux textes. Donc finalement, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est Maya qui commence. Bon, il faut que je dise, d'abord non, attends. Il faut que je dise qu'elles sont vraiment ici pour nous faire une faveur, que Maya est une brillante productrice de cinéma, de télévision et de festivals, et Claudia est une des plus importantes écrivaines mexicaines, poète et vraiment très active dans le monde culturel du Mexique, qui passe par Paris et nous fait aussi la faveur de nous aider. Non, merci, alors, merci. Mes respects, my dear gentlemen, ça c'est très bien. Alors... La Migale. La Migale va et vient en liberté chez moi, mais l'horreur qu'elle m'inspire ne diminue pas. Le jour où Béatrice et moi sommes entrés dans cette baraque immonde de fête foraine de quartier, je me suis rendu compte que ce répugnant arachnide était la chose la plus atroce que le destin pouvait me réserver. Pire que le mépris ou que la commisération qui brille soudain dans un regard clair. Quelques jours plus tard, je revins acheter la Migale et le forain, étonné, me fournit quelques informations concernant ses mœurs et son alimentation étrange. Je compris alors que j'avais en main, une fois pour toutes, la menace totale, la dose maximale de terreur que mon esprit pouvait supporter. Je revois mon pas, tremblant, hésitant, tandis que sur le chemin du retour, je sentais le poids léger et dense de l'araignée, ce poids que je pouvais soustraire en toute certitude de celui de la petite caisse de bois dans laquelle je la transportais, comme s'il s'agissait de deux poids totalement distincts. Le poids du bois, innocent, et l'autre, impur et venimeux, qui me lestait à tout jamais. Cette petite caisse abritait l'enfer personnel que j'allais installer chez moi, pour détruire, pour réduire à néant l'enfer démesuré des hommes. Le soir mémorable où j'ai lâché la Migale dans mon appartement et où je l'ai vue courir comme un crabe et se cacher sous un meuble, a commencé pour moi une vie indescriptible. Depuis, chaque instant dont je dispose
est parcouru par les allées et venues de l'araignée qui remplit la maison de sa présence invisible. Toutes les nuits, je tremble en attendant la piqûre mortelle. Je me réveille souvent, le corps glacé, crispé, immobile, car le sommeil a inventé pour moi, avec précision, le passage de l'araignée sur ma peau, son chatouillement, son poids indéfinissable, son épais volume d'entrailles. Pourtant, je me réveille. Je suis vivant. Et mon âme, inutilement, refait toilette et se parfait. Il y a des jours où je pense que la mygale a disparu, qu'elle s'est perdue ou qu'elle est morte. Mais je ne cherche pas à le vérifier. Je laisse toujours le hasard me replacer en sa présence, quand je sors du bain ou me déshabille pour me mettre au lit. Le silence de la nuit m'apporte parfois l'écho de ces déplacements que mon oreille a appris à surprendre, même s'ils sont, je n'ignore pas, imperceptibles. Je retrouve souvent intacte la nourriture que je lui ai laissée la veille. Quand elle disparaît, je ne peux dire si c'est la mygale qui l'a dévorée ou quelque autre innocent pensionnaire de ma maison. Il m'arrive aussi de penser que je suis la victime d'une supercherie et à la merci d'une fausse mygale. Le forain m'a peut-être abusé en me vendant à prix d'or un scarabée inoffensif et répugnant. Ce qui, en réalité, n'a pas d'importance, car je suis persuadée que cette mygale recule l'instant de ma mort. Aux heures les plus sinistres de l'insomnie, où je me perds en conjectures et où rien ne me tranquillise, la mygale vient me voir. Elle se promène en tous sens dans la chambre et tente de grimper maladroitement au mur. Elle s'arrête, lève la tête et remue ses palpes. Elle semble humer, agiter, un compagnon invisible. Alors, frémissant dans ma solitude, traqué par le petit monstre, je me souviens qu'à une autre époque, je rêvais à Béatrice et à son impossible compagnie. La mygala. La mygala discurre libremente por la casa, pero mi capacidad de horror no disminuye. El día en que Beatriz y yo entramos en aquella barraca inmunda de la feria callejera, me di cuenta de que la repulsiva alimaña era lo más atroz que podía depararme el destino. Peor que el desprecio y la conmiseración, brillando de pronto en una clara mirada. Unos días más tarde volví para comprar la mygala. Y el sorprendido Saltimbanqui me dio algunos informes acerca de sus costumbres y su alimentación extraña. Entonces comprendí que tenía en las manos, de una vez por todas, la amenaza total, la máxima dosis de terror que mi espíritu podía soportar. Recuerdo mi paso tembloroso, vacilante, cuando de regreso a la casa sentía el peso leve y denso de la araña, ese peso del cual podía descontar con seguridad el de la caja de madera en que la llevaba, como si fueran dos pesos totalmente diferentes, el de la madera inocente y el del impuro y ponzoñoso animal que tiraba de mí como un lastre definitivo. Dentro de aquella caja iba el infierno personal que instalaría en mi casa para destruir, para anular al otro, el descomunal infierno de los hombres. La noche memorable en que solté a la mygala en mi departamento y la vi correr como un cangrejo y ocultarse bajo un mueble, ha sido el principio de una vida indescriptible. Desde entonces, cada uno de los instantes de que dispongo ha sido recorrido por los pasos de la araña que llena la casa con su presencia invisible. Todas las noches tiemblo en espera de la picadura mortal. Muchas veces despierto con el cuerpo helado, tenso, inmóvil, porque el sueño ha creado para mí con precisión el paso cosquillante de la araña sobre mi piel, su peso indefinible, su consistencia de entraña. Sin embargo, siempre amanece.
estoy vivo y mi alma inútilmente se apresta y se perfecciona. Hay días en que pienso que la migala ha desaparecido, que se ha extraviado o que ha muerto, pero no hago nada para comprobarlo. Dejo siempre que el azar me vuelva a poner frente a ella, al salir del baño o mientras me desvisto para echarme en la cama. A veces el silencio de la noche me trae el eco de sus pasos que he aprendido a oír, aunque sé que son imperceptibles. Muchos días encuentro intacto el alimento que he dejado la víspera. Cuando desaparece, no sé si lo ha devorado la migala o algún otro inocente huésped de la casa. He llegado a pensar también que acaso estoy siendo víctima de una superchería y que me hallo a merced de una falsa migala. Tal vez el saltimbanqui me ha engañado, haciéndome pagar un alto precio por un inofensivo y repugnante escarabajo. Pero en realidad eso no tiene importancia, porque yo he consagrado a la migala con la certeza de mi muerte aplazada. En las horas más agudas del insomnio, cuando me pierdo en conjeturas y nada me tranquiliza, suele visitarme la migala. Se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza a las paredes. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, un invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. L'aiguilleur. L'homme qui n'était pas d'ici arriva hors d'haleine à la gare déserte. Sa grande valise, que personne n'avait voulu porter, l'avait complètement exténué. Il s'épongea le visage avec un mouchoir et, mettant ses mains en visière devant ses yeux, regarda les rails qui se perdaient à l'horizon. Haletant et songeur, il consulta sa montre. C'était juste l'heure à laquelle le train devait partir. Quelqu'un, sorti Dieu seul savait d'où, lui tapa doucement sur l'épaule. Se retournant, notre voyageur se trouva devant un petit vieux au vague aspect de cheminot. Il portait à la main une lanterne rouge, mais si petite qu'on aurait dit un jouet. Il regarda en souriant l'homme en attente, et celui-ci lui demanda anxieux. « Excusez-moi, mais le train, est-il déjà parti ?»« Il n'y a pas longtemps que vous êtes dans le pays, hein ?»« Je dois partir immédiatement. Il faut absolument que je sois à thé demain. » On voit que vous n'êtes pas au courant de ce qui arrive. Ce que vous devez faire dès maintenant, c'est aller chercher un gîte à l'auberge. Et il lui montra un étrange édifice gris cendre qui ressemblait plutôt à une maison d'arrêt. Mais je ne veux pas loger ici. Ce que je veux, c'est prendre le train. Retenez une chambre immédiatement, si par hasard il en reste encore. Et si vous avez la chance d'en trouver une, louez-la pour 1 mois. Cela vous coûtera moins cher et vous serez mieux traité. Vous êtes fou? Je vous ai dit qu'il fallait absolument que je sois à thé demain. Vous mériteriez que je vous abandonne à votre sort. Enfin, je vais quand même vous renseigner. Je vous en supplie. Ce pays, comme vous le savez, est célèbre pour ses chemins de fer. Jusqu'à ce jour, il n'a pas été possible de les organiser réellement, mais on a déjà fait de grands efforts en ce qui concerne la publication d'horaires et la vente de billets. Les indicateurs mentionnent et relient toutes les localités de la nation. On délivre des billets même pour les villages les plus petits et les plus éloignés. Il ne manque qu'une chose, que les trains obéissent aux indications de l'horaire et passent vraiment par les gares mentionnées. La 4e transformation. C'est ce qu'attendent tous les habitants du pays. Entre-temps, ils acceptent les irrégularités du service et leur patriotisme leur interdit de manifester leur mécontentement. Mais y a-t-il un train qui passe par cette ville?
L'affirmer reviendrait à commettre une inexactitude. Comme vous pouvez le constater, les rails existent, même s'ils sont un peu endommagés. Dans certaines localités, ils sont simplement indiqués par 2 lignes tracées à la craie sur le sol. Étant donné les conditions actuelles, aucun train n'est dans l'obligation de passer par ici, mais rien non plus ne l'en empêche. J'ai vu passer beaucoup de trains dans ma vie, et j'ai connu quelques voyageurs qui ont pu les prendre. Si vous avez la patience d'attendre, j'aurai peut-être, personnellement, l'honneur de vous aider à monter dans un joli wagon bien confortable. Et ce train me conduira à Thé? Mais pourquoi vous entêtez-vous à aller à Thé? Vous devriez vous montrer satisfait de pouvoir monter dans le train. Une fois que vous serez installé dans votre wagon, votre vie prendra effectivement une certaine direction. Que vous importe si cette direction n'est pas celle de Thé? C'est que j'ai un billet en règle pour aller à Thé, logiquement. C'est là que l'on doit me conduire, non? Beaucoup diraient que vous avez raison. À l'auberge, vous pourrez parler avec des gens qui ont pris leurs précautions en se procurant une grande quantité de billets. D'une façon générale, les gens prévoyants achètent des billets pour toutes les destinations du pays. J'en connais qui ont dépensé en billets une véritable fortune. Je croyais que pour aller à Thé, un billet suffirait. Regarde le mien. Le prochain tronçon de chemin de fer nationaux va être construit avec l'argent d'une seule personne qui vient de dépenser son immense fortune en billets d'aller et retour pour un trajet ferroviaire dont les plans, qui comprennent de longs tunnels et des ponts, n'ont même pas été approuvés encore par les ingénieurs de la compagnie. Mais le train qui dessert Thé est-il déjà en service? Oui, et beaucoup d'autres aussi. En réalité, la nation possède énormément de trains. Et les voyageurs peuvent les utiliser avec une fréquence relative s'ils veulent bien admettre qu'il ne s'agit pas d'un service régulier et définitif. Si vous préférez, en montant dans un train, personne n'espère être conduit à l'endroit de son choix. Aïe. El guardagujas. El forastero llegó sin aliento a la estación desierta. Su gran valija, que nadie quiso cargar, le había fatigado en extremo. Se enjugó el rostro con un pañuelo y con la mano en visera miró los rieles que se perdían en el horizonte. Desalentado y pensativo consultó su reloj, la hora justa en que el tren debía partir. Alguien, saliendo de quién sabe dónde, le dio una palmada muy suave. Al volverse, el forastero se halló ante un viejecillo de vago aspecto ferrocarrilero. Llevaba en la mano una linterna roja, pero tan pequeña que parecía de juguete. Miró sonriendo al viajero, que le preguntó con ansiedad: Usted perdone, ¿ha salido ya el tren? ¿Lleva usted poco tiempo en este país? Necesito salir inmediatamente. Debo hallarme en Thé mañana mismo. Se ve que usted ignora las cosas por completo. Lo que debe hacer ahora mismo es buscar alojamiento en la fonda para viajeros. Y señaló un extraño edificio ceniciento que más bien parecía un presidio. Pero yo no quiero alojarme, sino salir en el tren. Alquile usted un cuarto inmediatamente, si es que lo hay. En caso de que pueda conseguirlo, contrátelo por mes. Le resultará más barato y recibirá mejor atención. ¿Está usted loco? Yo debo llegar a Thé mañana mismo. Francamente, debería abandonarlo a su suerte. Sin embargo, le daré unos informes. Por favor. Este país es famoso por sus ferrocarriles, como usted sabe. Hasta ahora no ha sido posible organizarlos debidamente, pero se han hecho ya grandes cosas en lo que se refiere a la publicación de itinerarios y a la expedición de boletos. Las guías ferroviarias abarcan y enlazan todas las poblaciones de la nación. Se expenden boletos hasta para las aldeas más pequeñas y remotas. Falta solamente que los convoyes cumplan las indicaciones contenidas en las guías y que pasen efectivamente por las estaciones. Los habitantes del país así lo esperan. Mientras tanto, aceptan las irregularidades del servicio y su patriotismo les impide cualquier manifestación de desagrado. Pero, ¿hay un tren que pase por esta ciudad? Afirmarlo equivaldría a cometer una inexactitud. Como usted puede darse cuenta, los rieles existen, aunque un tanto averiados.
En algunas poblaciones están sencillamente indicados en el suelo, mediante 2 rayas de gis. Dadas las condiciones actuales, ningún tren tiene la obligación de pasar por aquí, pero nada impide que eso pueda suceder. Yo he visto pasar muchos trenes en mi vida y conocí a algunos viajeros que pudieron abordarlos. Si usted espera convenientemente, tal vez yo mismo tenga el honor de ayudarle a subir a un hermoso y confortable vagón. ¿Me llevará ese tren a T? ¿Y por qué se empeña usted en que ha de ser precisamente a T? Debería darse por satisfecho si pudiera abordarlo. Una vez en el tren, su vida tomará efectivamente algún rumbo. ¿Qué importa si ese rumbo no es el de T? Es que yo tengo un boleto en regla para ir a T. Lógicamente, debo ser conducido a ese lugar. ¿No es así? Cualquiera diría que usted tiene razón. En la fonda para viajeros podrá usted hablar con personas que han tomado sus precauciones, adquiriendo grandes cantidades de boletos. Por regla general, las gentes previsoras compran pasajes para todos los puntos del país. Hay quien ha gastado en boletos una verdadera fortuna. Yo creí que para ir a T me bastaba un boleto. Mírelo usted. El próximo tramo de los ferrocarriles nacionales va a ser construido con el dinero de una sola persona que acaba de gastar su inmenso capital en pasajes de ida y vuelta para un trayecto ferroviario cuyos planos, que incluyen extensos túneles y puentes, ni siquiera han sido aprobados por los ingenieros de la empresa. Pero el tren que pasa por T ya se encuentra en servicio. Y no solo ese, en realidad hay muchísimos trenes en la nación y los viajeros pueden utilizarlos con relativa frecuencia, pero tomando en cuenta que no se trata de un servicio formal y definitivo. En otras palabras, al subir a un tren, nadie espera ser conducido al sitio que desea. Nos quedamos sin voz.